Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et juste après cette introduction enregistrée légèrement à l'arrache comme vous pouvez l'entendre, je vous propose d'écouter l'histoire de Guy Delisle, auteur et dessinateur québécois très connu notamment pour ses albums autobiographiques. Il a d'abord raconté ses années passées à Shenzhen et Pyongyang en Corée, il a écrit Chronique birmane ou encore Chronique de Jérusalem, mais je voulais surtout rencontrer Guy dans le cadre de ce podcast pour lui parler de son Guide du mauvais père, où il parle pendant 4 tomes de son rôle de père à travers de courts sketchs dessinés. Ensemble, on parle de son parcours de daron. Je m'excuse par avance pour l'ambiance de café, mais j'espère que cet épisode vous plaira. Et si j'enregistre cette intro à l'arrache, c'est que j'ai été très occupé ces derniers jours sur un nouveau podcast qu'on lance avec Mademoiselle, qui s'appelle Conquérante, où on va faire parler des sportifs, de leur rapport à leur sport. Le premier épisode vient de sortir sur le foot féminin et la suite promet d'être passionnante. Je vous invite à le découvrir en tapant Conquérante dans votre app de podcast ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voici un petit trailer. Salut toi! Avant de te laisser débuter l'écoute de ton podcast préféré, je voudrais te parler d'un nouveau podcast Mademoiselle, Conquérante. Ça parle de quoi, Conquérante? Ça parle de sport, ou plutôt de sportives, mais pas que. Ça parle de femmes qui ont brisé les barrières et dépassé les limites. Les leurs, mais aussi celles que le monde voulait leur imposer. De ces meufs qui te ressemblent et qui se donnent à fond pour kiffer autant qu'elles le veulent, que ce soit sur un skate, un terrain ou dans l'eau. Conquérantes, ce sont des histoires de meufs bien dans leur basket qui créent leur propre place et s'y sentent à l'aise. Abonne-toi à ce nouveau podcast pour découvrir tes nouvelles héroïnes. Je vous embête pas plus longtemps avec ce son tout pourri, je vous remercie d'avance et je laisse la parole à Guy Delisle. On est avec Guy Delisle, salut Guy. Salut. Ça va ? Ouais, très bien. Merci beaucoup Guy de me recevoir dans ta belle ville de Montpellier. Guy, tu es auteur de BD, dessinateur. Et en fait, je voulais te rencontrer depuis très longtemps parce que tu as sorti plusieurs tomes de cette BD qui s'appelle Le Guide du mauvais père. Et en fait, moi, à l'époque où je l'ai découvert, c'était une veine qui n'était pas extrêmement courante en fait de venir parler des mauvais côtés du père. Il y avait un aspect un peu justement mauvais père. On le voit sur la couverture du tout premier tome où toi t'es en train de lire quelque chose et en fait t'as ta fille qui est en train de vouloir attraper le fer à repasser, qui est sur le point de le prendre sur la tête. Et en fait j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant moi à l'époque de voir un petit peu que tu mettes ça en scène en fait. J'aimerais bien savoir comment t'en es venu toi à vouloir devenir papa. Comment j'en suis venu à vouloir devenir papa. Naturellement, en fait j'avais envie d'avoir une famille. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Moi j'étais un peu plus âgé que ma compagne et j'avais envie d'avoir des enfants. Donc je me rappelle lui avoir dit c'est quand tu veux. Donc c'était pas mal comme décalage parce que ça, c'est souvent l'inverse en fait. Et donc voilà, j'ai eu mon premier à 35, 37 je crois. Et voilà, en fait, j'avais bien pris le temps de construire mon métier. Moi j'étais dans le dessin animé, de travailler là-dedans et après de commencer à prendre un long tournant sur la bande dessinée, petit à petit. Et puis après je me disais tiens, ce serait pas mal ça serait le temps de faire des enfants si on a envie d'en faire un moment. J'étais avec ma compagne déjà depuis pas mal d'années, donc ça s'est fait de façon très naturelle, d'une certaine façon. Ouais. Donc tu as 2 enfants aujourd'hui ? Ouais, 2, ouais. Bon, ils sont assez grands parce que je les dessine dans le Guide du mauvais père encore tout petit parce que j'ai commencé la série comme ça et c'est vrai que c'était la petite enfance qui m'inspirait le plus parce que c'est là qui font des choses qui restent quand on les raconte c'est toujours assez mignon. Ça reste mignon, ouais. Ouais, c'est ça, donc c'est bien. C'est moins marrant après quand ils sont ados, c'est ça? Quand ils sont ados, ouais, parce que là ils ont 12 et 15, ouais. Donc ils sont assez grands. Et dans la dernière histoire du tome 4 du Guide du mauvais père, voilà, je les dessine grands dans la dernière histoire parce que c'est comme ça que c'est arrivé. En fait, mon fils a pris 10 cm en un été. Et sa voix a mué et du coup je me suis dit waouh, ça y est, c'est fini la petite enfance. En fait ça m'a fait un gros choc, ça m'a vraiment ça m'a secoué. C'était quand? C'était l'été dernier, c'est ça? C'était il y a 2 étés, ouais. Quand je terminais cette BD et ouais, je me dis voilà, on imagine qu'on va faire plein de choses quand ils sont tout petits et en fait ça se résume à finalement très peu de temps parce que le temps qu'on est avec eux, c'est-à-dire les vacances finalement, parce que
dans la semaine, voilà, ça, c'est comme c'est pas un tunnel, mais bon, il y a plein de choses à faire. Il y a les devoirs et on n'a pas le temps de s'arrêter. Donc après, il y a les vacances, il y a les week-ends, tout ça. Mais après les week-ends, eux, les enfants sont beaucoup pris maintenant. C'est-à-dire que moi, je fais taxi et puis eux, ils font des activités, en gros. Ils font quoi comme activité? Là, par exemple, ça a beaucoup varié. Mais là, par exemple, mon fils, donc qui a 15 ans, lui, il fait basket. Ouais. Et puis il a tous ses potes à voir le week-end, donc c'est normal. Et ma fille, elle fait escalade, donc elle fait de la grimpe. Cool. Ouais. Donc c'est le samedi matin. Donc après, voilà, elle a des anniversaires et aussi des amis à voir. Ouais. Donc après, on se rend compte que voilà, tout ça passe très vite. C'est ce qu'on nous dit, mais après, on peut le dire à notre tour quand on l'a vécu, et que ça passe très vite. Donc voilà, après, voilà, ça continue et les enfants grandissent et il y a toujours des moments chouettes et avec beaucoup de complicité, même s'ils ont 15 ans, mais la petite enfance, à un moment, ça passe assez vite quand même. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à chroniquer justement ces moments? Alors moi je le faisais dans mes livres plus gros. En fait j'étais en Birmanie et c'est là-bas, donc c'était en 2006. Les enfants étaient tout petits et je me disais tiens il y aura des trucs assez rigolos. J'avais commencé à les mettre dans la bande dessinée en fait. Puis à la fin je les avais retirés, sauf une en fait. Et puis justement elle s'appelle Chronique du mauvais père, où si je me rappelle bien, j'utilise le lait qui était dans le biberon de ma fille qu'on avait mis dans le frigo. Pour me faire un café au lait parce qu'il n'y a plus de lait mais il en restait dans son biberon donc j'en prends un peu et c'était pas du lait maternel quand même donc j'aurais pas osé mais je me fais un café et je trouvais ça assez drôle, voilà, une petite anecdote comme ça que je mets en image et j'appelle ça le guide du mauvais père. Et après je me suis dit tiens il y en aurait d'autres comme ça où voilà, on décrit le père et quand on n'est pas toujours au top. En fait, des fois, on fait des petites conneries, on se dit oups, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et moi, je trouve ça assez comique et je me dis tiens, je le prends en note. Et après, j'ai eu envie d'en faire plusieurs. Bon, ça n'avait pas sa place dans la chronique de Birman parce que là, je parlais du voyage, du décalage culturel et puis de la vie d'expatrié. Mais j'avais ça un peu dans le derrière de la tête et je me disais je pourrais un jour faire que ça. Donc après Chronique de Jérusalem, qui avait été un gros bouquin, je m'étais dit je vais faire que des trucs tranquilles. Donc j'avais mis une idée sur mon blog. Donc quand ma fille ou mon fils ils perdent une dent, et c'est le temps et sous l'oreiller, voilà, le soir il faut aller mettre une pièce de monnaie. Et évidemment j'oublie parce qu'on a 1000 trucs à faire le soir. Et j'ai mis ça sur mon blog et il y avait plein de pères qui m'ont écrit en me disant « Ah, moi aussi, ça m'est arrivé », qui me racontaient plein d'autres anecdotes. Et je découvre un peu le blog. Et je me dis « Ah, c'est chouette, en fait, je fais des dessins. » Et il y a plein de gens qui rebondissent là-dessus. Je trouve ça très chouette. Donc, j'en ai fait 2 ou 3, des histoires comme ça, qui ont suivi sur le blog, parce qu'il y avait de quoi faire. Et après, voilà, mon éditeur a dit « Tiens, ouais, on pourrait faire un livre avec ça. J'ai une collection. » Ça, c'était Lewis Strandam chez Shampoing, qui me disait ça correspondrait bien, des petits livres avec assez simples, un petit papier cheap voilà, donc avec des humours, un humour dans ce genre-là. Et voilà, parfait. Donc je me dis j'essaie d'en faire quelques autres et puis voilà, je pensais pas en faire 4 tomes, mais là c'est probablement la fin avec le 4e, mais voilà, chaque tome je me dis bon, ça sera sûrement le dernier. Oui, parce que ça s'arrête jamais en fait. Effectivement, tu décris plein de trucs de la petite enfance, mais après il y a d'autres choses où parce que pour réexpliquer un petit peu, tu tires un peu sur tes enfants entre guillemets, mais tu te tires aussi sur toi. C'est-à-dire que personne n'est épargné dans cette histoire. Oui, ouais, c'est là où l'humour est le plus grinçant et c'est là où moi ça me plaît le plus. En fait, je suis pas là pour me mettre en valeur. Et c'est un peu l'opposé de tous ces guides qu'on lit quand on va devenir papa, Dolto et puis et compagnie, il y en a un paquet et qui sont tous très bien à lire en fait. Moi je les ai lus, j'en ai écouté aussi. Voilà, c'est toujours très sérieux tout ça en fait. Évidemment, surtout quand ils sont tout petits, on est l'exemple et il faut vraiment se tenir droit dans ses bottes parce que il suffit de dire un gros mot à table pour qu'il le répète pendant 3 semaines et qu'on rame comme un malade pour essayer de corriger le tir. Donc, voilà. Donc après, moi, j'allais à ma table de travail et je me défoulais un petit coup en disant, voilà, faudrait surtout pas, passer une tronçonneuse à mon fils parce que voilà, c'est trop dangereux. Et puis, si je fais une blague comme quoi je me suis coupé le bras, il va peut-être être terrorisé. Donc évidemment, je le fais pas, mais dans la bande dessinée, je m'amuse à le faire.
Quoique j'avais fait semblant, juste pour rigoler. Voilà. J'allais dire, c'est un peu tentant de tester tes blagues quand même. Donc voilà, après bon, là, après ça passe la petite enfance, et puis là maintenant, il est adolescent. Je m'étais toujours dit, j'attendrai l'âge de l'adolescence. Tout le monde me disait, tu verras, c'est vachement drôle, il y a de quoi faire, plutôt, il me disait. Et en fait, c'est différent, parce que là, l'humour avec l'adolescence, c'est des trucs plus... déjà plus intime, et je pense pas que ça lui plairait beaucoup de voir ces histoires étalées comme ça dans des bandes dessinées. Et j'y trouve pas matière, moi. J'y trouve pas vraiment matière. Donc je crois que je vais plutôt attendre un peu plus. Et quand je serai grand-père, je ferai le guide du mauvais grand-père. Ça me semble que ça sonne mieux à mon oreille. Ceci dit, il y a un truc aussi, je pense, où c'est plutôt accepté que les grands-pères soient des mauvais grands-pères. Tu crois pas ? Ah bon ? Je savais pas ça, tiens. Moi, mes parents m'ont dit ça. Ils m'ont dit, en gros, nous maintenant, on est grands-pères, on est grands-parents, on n'est plus obligé de faire quoi que ce soit, d'être dans la bonne éducation. On se démerde, on est là pour gâter, oui. Ouais, voilà, pour le fun. Oui, c'est sûr. Oui, ça c'est accepté. Par contre, il y a souvent le reproche qu'on fait. C'est-à-dire que celui qui est au milieu, donc le père, et non pas le grand-père, ils disent « Ouais, mais nous, ils s'occupaient pas de nous comme ça à l'époque, puis ils étaient pas gentils comme nous à l'époque. » Ça, je trouve ça... Et ça s'explique, parce qu'évidemment, quand on est grand-père, on a que le temps de faire ça. Donc on est beaucoup plus dispo, alors que moi, je l'ai bien vu quand j'étais père. On construit une carrière, il y a 1000 trucs à faire, et voilà, c'est quand même beaucoup de travail. Donc... ça, je trouve ça assez intéressant comme situation où voilà, le grand-père, on est là pour gâter. Et on se trouve aussi en compétition avec l'autre grand-père. Ça, c'est intéressant, je veux dire, dramatiquement et narrativement. C'est-à-dire que, voilà, on comprend les grands-pères qui construisent immédiatement des piscines pour faire des trappes à enfants, pour attirer le plus possible les enfants. Donc, nous, on est dans le sud, donc on a du soleil, on a des points en plus. Et là, il y a... Tu veux dire, je me projette déjà dans quelque chose qui n'existe pas du tout. Ouais, c'est magnifique. J'attends patiemment. Prévoir la construction de la piscine, c'est fort. Ouais, j'en suis pas là du tout. Hein. J'avoue que je suis pas trop dans cette optique-là. Tu disais que tu avais justement en tête de construire ta carrière. Comment tu as fait, toi, pour justement réussir à construire ta carrière tout en étant le père que tu avais envie d'être ? Ouais, disons artistiquement, des fois on me pose la question. J'ai pas l'impression d'avoir construit une carrière, et carrière, c'est un mot qui me paraît presque choquant en fait, parce que moi je travaillais dans le dessin animé parce que j'avais déjà un travail. Moi, de temps en temps, je fais des rencontres avec des étudiants en arts plastiques ou qui sont dans l'animation, et fait de vivre de son art d'une façon générale, que ce soit la musique ou l'écriture, la littérature ou la bande dessinée, c'est mieux d'avoir un métier à côté. Moi, j'étais animateur et petit à petit, j'ai fait de la bande dessinée. Donc, ce que j'ai construit, c'est que je m'amusais pour faire des histoires courtes qui se sont prolongées, qui sont devenues un peu plus longues. J'alternais entre les productions qui se terminaient des fois pour quelques mois pour en profiter pour travailler sur mes histoires. Shenzhen, par exemple, donc le premier livre que j'ai fait ou le deuxième, je me suis arrêté 2 fois pour partir, pour aller bosser et revenir sur la BD. C'est pour ça qu'il y a vraiment il y a des moments où on voit le dessin change quand même pas mal. Et après, je me suis dit, j'essaie de m'arrêter et de faire que de la bande dessinée. Donc voilà, les 4 premières bandes dessinées que j'ai fait à l'association, c'était vraiment parce que j'avais vraiment envie de faire des BD et j'adore ce médium. Et c'était sans être payé, donc j'arrivais avec la pile de pages, donc Pyongyang, je suis arrivé, et puis pof, l'album était fait, donc après il l'éditait, et puis si ça marchait, tant mieux, si ça marchait pas, tant pis. Donc ça s'est construit comme ça, et c'était pas vraiment une carrière, c'est juste qu'à ce moment-là, il y avait l'association qui existait, je me suis dit, tiens, eux, ils font des BD qui me parlent moi, et j'avais un peu arrêté d'en lire, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, et je leur ai soumis des trucs, ça s'est fait. J'étais au bon moment, au bon endroit, parce qu'après, il y a eu une vague énorme avec le roman graphique, et puis ça s'est fait. Tout à coup, Pyongyang a été pris là-dedans. Il y a eu Marjane Satrapi qui était arrivée avant, qui avait ouvert beaucoup de portes, et plein d'autres auteurs qui ont fait des livres qui ont attiré plein de choses, les Blin, les Bloch, les Riyad et tout ça, et puis les Lewis et les David B. Donc voilà, c'est toute une bande, et ça s'est construit. Voilà, donc je me suis pas dit, tiens, je vais vivre de la bande dessinée. C'était complètement utopique. Ça l'est encore beaucoup aujourd'hui, parce que je travaille en atelier avec des gens qui font de l'animation et qui aimeraient faire de la BD à côté, donc c'est un peu classique comme situation, ou de l'illustration. Ils vivent de l'illustration, ils aimeraient faire de la BD, mais la BD, ça prend beaucoup de temps. C'est pas juste un dessin comme ça, il faut faire tout
tout un processus, proposer une histoire. Et donc voilà, c'est une carrière artistique qui a des hauts et qui a des bas et qui se construit qui se construit d'espoir, et puis de temps en temps ça marche. Donc voilà. Comment t'as fait pour élever ton fils? Ah ouais, c'est quoi les principes? C'est un peu pareil, ça se fait tout seul. On se déclare pas papa, c'est-à-dire qu'à un moment, on a ce petit bout de truc qu'on ramène de l'hôpital et il pleure, et ce petit bout de chou plutôt, et il pleure, et donc voilà, il faut faire quelque chose, et puis c'est à partir de ça que tout le reste découle. Mais vraiment, moi je l'ai senti comme ça, et le premier bain, on est très nerveux, et au début, les premières couches, et la première fois qu'il se casse la gueule, l'hôpital, tout ça, venir voir s'il respire toujours la nuit, tout ça, quand on l'a tous fait, et puis ça se fait tout seul, on n'apprend pas. Moi, j'avais pas... Donc ma compagne, elle est de l'île de la Réunion, on vit à Montpellier, et moi... Ma famille, elle est tous en France, elle est tous au Canada, et nous, on est ici en France. Donc on n'a pas les parents qui sont à côté, qui peut-être aident beaucoup dans ces moments-là où on a des doutes, ou peut-être pas, je me rends pas compte, mais nous on n'avait pas ça, donc on faisait comme on pouvait, et ma foi, ça se fait tout seul, hein, c'est pas non plus très compliqué. Après pour l'éducation... Si c'est compliqué, tu dis que c'est pas compliqué, c'est trop compliqué. Pas vraiment, je trouve. Après, avec un peu de gros bon sens, on arrive à s'en tirer. C'est ça qui est compliqué, c'est d'avoir du gros bon sens, non? Ouais. Après, on essaie d'être des meilleurs parents. Ça dépend de ce qu'on a eu comme éducation, mais on se dit, on va essayer de faire un peu mieux que ce que nos parents ont fait. Avec l'âge, je reviendrai un peu là-dessus. Ouais. Bon, c'est ce qu'on essaie. On se dit, on va essayer d'être plus... Moi, mon père n'était pas très présent. Donc voilà, moi, c'était quelque chose d'assez important. Je me disais, moi, je vais être présent. Et bon, je l'étais beaucoup, et je ne le regrette pas. Enfin, j'ai vu vraiment chaque petite étape sous mes yeux évoluer, et que ça me plaît beaucoup. Ça. Pour moi, c'était très important. D'être présent, tu veux dire? D'être présent, ouais, bien sûr. Ouais. Pourquoi c'était... Justement par rapport à ton père, tu dis, c'est ça, qui n'était pas présent? Tu avais envie, toi, de jouer ce rôle-là pour tes enfants à un moment donné? C'était peut-être pas quelque chose qui était conscient, mais en même temps, moi je travaille sur place, donc maintenant c'est plus facile. Mon père, lui, c'était un divorce, donc quand j'étais jeune, j'avais 6 ans, et il l'a vécu lui comme une grosse défaite, donc on allait le voir, lui venait pas nous voir, donc et il y a des grands moments où je le voyais pas du tout, et il y avait pas un coup de fil, donc là il y a un gros problème de communication avec mon père, et donc moi avec mes enfants c'est très différent en fait, donc c'est aussi des générations qui sont différentes en fait. Moi je vois bien mon fils, je peux le prendre dans mes bras quand il est assis à côté de moi, je peux le caresser dans le dos, lui faire des bisous devant tous ses copains, et tout le monde trouve ça rigolo. C'est quelque chose qui ne se faisait pas à la génération d'avant, en fait, pas de mon côté en tout cas. Et ça, moi j'en profite à fond, je trouve ça merveilleux. Ah ça me remplit ça me remplit de bonheur. Et en fait, comment tu racontes que tu es en train de gratouiller ton fils ou de lui faire des bisous, comment il le vit lui aujourd'hui, alors maintenant qu'il est... très bien, qu'il est adolescent, parce que c'est pas forcément un truc, je pense même encore aujourd'hui, que les garçons osent dire, quoi. Moi, en tout cas, j'ai un peu cette sensation-là vis-à-vis des ados, non? Oui, il est assez doux, en fait, donc c'est pas un caractère renfermé, comme moi je l'étais, par exemple. Ouais. Et après, on verra, peut-être quand l'adolescence arrivera là-dedans. Moi, à l'adolescence, je me suis beaucoup renfermé. J'ai beaucoup dessiné, et puis j'ai appris à dessiner grâce à ça. Et ça m'a servi après. Il n'est pas comme ça, il est très ouvert, il a plein de copains, il est très communicatif. Moi, j'étais très renfermé. Mais non, ça se vit bien, mais je le vois bien aussi avec les autres papas autour de moi, qui sont tous un peu dans le même genre aujourd'hui. On profite de cette ouverture-là, on fait que maintenant, on peut faire ça, on peut être très doux, très présent avec les enfants, et puis c'est vraiment... on verra ce que ça donne comme adulte, mais il me semble que c'est un peu nouveau, mais on verra ce que ça donne comme adulte. Je crois que j'en suis persuadé, ça sera sûrement positif pour eux et pour nous. Hein. Je pense pas que trop d'amour, ça rend les gens moins bons. Non, bien sûr. Puis moi, je profite de choses... régulièrement, je leur dis...
Je leur dis que je suis fier d'eux pour des raisons très spécifiques. En fait, ils jouent de la musique, ils ont des petits succès par-ci par-là, et je leur dis très très clairement. En fait, c'est pas. Donc ça fait plaisir et au papa et à l'enfant de l'avoir. Je crois que ça marche dans les deux sens, ça c'est sûr. Ouais, c'est cool. Et avec ta fille, comment ça se passe ? Ah, merveilleusement bien. Ouais. C'est vrai ? Voilà, c'est un amour. Ouais. Ouais. Puis là, je commence à être de plus en plus gaga parce qu'elle devient. Elle a 12 ans, elle grandit, donc je la trouve toute jolie, toute mignonne. Mais là, ça commence à être jolie grandes jambes, jolie. Voilà, elle commence à ressembler à un petit bout de femme. Et ça, ben voilà. Là, c'est la deuxième, en fait. Donc là, la petite enfance, je vois bien que ça tire à la fin. Oui, c'est ça. Bon, dans un an, ça va commencer à ressembler à autre chose. Là, ça va être une autre créature, on verra. Et là, jusque-là, ça se passe vraiment bien, parce qu'à 12 ans, c'est encore le côté très, très enfant. Et voilà. Ouais. T'as un peu de nostalgie de quitter justement cette petite enfance Ouais, parce que ça passe vite en fait. Parce que quand moi je pense à mon enfance, ça doit être comme ça un peu pour tout le monde. Quand on pense à la petite enfance, on a l'impression qu'elle a duré 20 ans en fait. Je passais devant le théâtre de la Vista, qui est un théâtre pour enfants ici, et les enfants me disaient « Waouh, mais dans ce théâtre, tu nous as amenés au moins 100 fois. » Et en fait, je calculais avec eux, et je leur faisais prendre compte qu'on était allés moins d'une dizaine de fois dans ce théâtre, ce qui est déjà pas mal quand même. Oui. Et pour eux, c'était une centaine de fois. Et c'est là où on voit la différence, en fait. C'est-à-dire que la petite enfance, pour un adulte, c'est 10 fois, mais pour un enfant, c'est 100. Et la mémoire qu'on a de notre petite enfance, elle est souvent très, très longue et merveilleuse ou pas merveilleuse, dépendant comment on l'a vécu. Mais et voilà, je le vois maintenant comme un adulte, je vois que ça passe vite. Et pour eux, ils ont fait 1000 trucs et c'est très, très bien. C'est vrai que quand je fais le résultat des voyages, des trucs qu'on a fait ensemble, je me dis, c'est une belle jeunesse, ça passait vite. Bon, elle n'est pas finie, hein, mais la toute petite enfance, on a l'impression, peut-être parce que moi, je viens aussi de la bande dessinée, et puis ça passait beaucoup par la bande dessinée, et puis je travaille beaucoup aussi pour les enfants quand je fais mes bandes dessinées, moins pour les romans graphiques, mais voilà, je suis toujours un peu du côté de, pas la petite enfance, mais l'enfance, et j'ai l'impression que ça dure toujours, mais en fait ça passe. Et après, il y a d'autres lecteurs qui vont lire ça, mais oui, quand même. Ça, évidemment, pour moi, ça a peut-être un écho assez différent, parce que je travaille dans le dessin, dans l'animation, et puis dans la bande dessinée. Pourquoi tu dis que c'est un écho un peu différent ? Parce que j'ai toujours un peu la tête là-dedans, parce que si je faisais de la littérature ou des documentaires, je serais plus sur des trucs sérieux qui sont tournés vers le monde adulte, alors que forcément, la bande dessinée, j'en lis beaucoup, je lis des mangas que mes enfants me prête maintenant. Ma fille me fait lire One Punch Man, donc c'est pas mal du tout. C'est trop bien. C'est pas mal du tout. Et donc c'est assez chouette, ce genre de complicité-là. Et après, voilà, je reste peut-être un peu, à cause de ça, un peu plus dans le monde de l'enfance. Parce que j'allais dire, tes BD, elles sont plutôt ancrées dans le monde adulte, quand même si c'est... Oui, c'est vrai. Oui, t'as un œil assez, assez jeune, ou en tout cas frais sur tout ce que tu montres. Ça reste quand même, tu parles de tes voyages, de tes expatriations, etc. quoi. Alors que je suis quand même assez étonné de voir des enfants de 12 ans qui lisent des trucs comme Chroniques de Jérusalem et qui viennent me les faire dédicacer. Bon, c'est pas la majorité de mon public. Ouais. Hein. Le guide du mauvais père, là, c'est un peu plus jeune. Ouais. Ça, c'est assez mignon. T'as des enfants qui viennent te faire... il y en a plein, ouais. Et ils adorent ça, parce que c'est ce que la libraire me disait. Ils ont l'impression, surtout avec un titre comme Le Guide du mauvais père, que tout à coup, les pères, les pères avouent entre eux les sales trucs qu'ils font aux enfants, et ça les fascine, ça. Et je trouve ça assez drôle. Et après, il y en a que c'est pour offrir à leur père. Ouais. Voilà. Et je leur demande, ça va, tu crois qu'il va pas mal le prendre avec un titre comme Le Guide du mauvais père? Et évidemment, ils me disent non, mon père, il est drôle, et il est sympa, il est adorable. Et ils me sortent une série de qualificatifs, tous les plus gentils les uns que les autres. Et souvent, c'est pour leur anniversaire. J'ai dit, comme c'est son anniversaire, profites-en, redis-lui tout ça, tu verras que ça lui fera plaisir aussi. C'est cool. Mais c'est pareil, en fait, mon podcast, c'est beaucoup écouté par des enfants. Je pensais pas, mais ah ouais, tiens, il y a ce truc de... Comme je pense qu'on est aujourd'hui dans une génération
qui peut-être en tant que jeune père commence à s'ouvrir, tu vois. Alors c'est encore pire, hein, parce que moi j'ai 40 ans, mais sur les générations d'après, pire ou mieux, sur les générations d'après, où ils ont tendance vraiment à être très, très ouverts, je pense en tout cas les pères. Je pense que les vingtenaires, tu vois, les vingtenaires, les trentenaires, ils sont quand même encore dans la génération des darons un peu fermés, un peu faut pas trop parler, etc. Ah, il y a un retour de bâton. Et en fait, en tout cas, les enfants écoutent pour savoir un petit peu ce qui se passe dans la tête de leur père, quoi. Tu vois. D'accord, je pensais que ça aurait été plutôt maintenant quelque chose d'assez acquis, que voilà, les pères peuvent être pères au foyer, ils peuvent être très câlins avec leurs enfants, avec leurs fils. Et, Je veux dire, les darons qui ont aujourd'hui 50 ans, ils n'ont pas été élevés là-dedans, quoi. Tu vois, je pense que c'est un peu compliqué, quoi. Oui, à 50 ans. De faire tout changer d'un coup d'un seul. Moi, j'ai 53 quand même, donc je me sens là-dedans. Hein. T'es en plein dans. T'es un précurseur, je pense, hein, vraiment. C'est peut-être pour ça que les bandes dessinées, maintenant, il y en a pas mal sur les pères, parce que voilà, moi j'étais peut-être au début de ce changement. En fait, de ce changement, c'est une simple évolution. 2012, moi, j'avais pas. Ton premier, ça date de 2000. Enfin, est sorti en 2012 en tout cas. Ouais, il me semblait en avoir lu quelques-uns, mais c'était pas le même genre d'humour. C'est pour ça que je me disais, tiens, il me semble qu'on n'a pas fait ça de cette façon-là, à se mettre. J'en avais pas vu. À se mettre dans le mauvais rôle et à se défouler un peu, parce que moi, c'était un peu. C'était un peu pour me faire rire en premier sur mon blog, et après je voyais que ça faisait pas mal de pères alentour parce qu'ils s'y retrouvaient, et je me suis dit c'est vrai qu'en fait c'est assez sympa de faire ça, donc je m'y suis mis, et ça avait été fait par les mamans avant, parce qu'il y avait eu des vidéos, des séries sur une mer indigne et choses comme ça, parce qu'eux ils le vivent depuis beaucoup plus longtemps en fait, et maintenant que les pères, voilà, on a un peu plus tête à la maison et on s'occupe un peu plus des enfants, on se dit c'est vrai qu'en fait il y a des côtés assez chiants, puis on a envie de le raconter aussi. Mais je pense aussi qu'on a comment dire, la parole des pères est en train de se libérer aussi, c'est-à-dire que peut-être avant c'était pas, il fallait qu'on soit, tu vois, il fallait qu'on soit bien, il fallait qu'on aille chasser, cueillir, chasser le mammouth, etc. Ça fait un bail. Ouais. Ça fait un bail, mais en vrai, je pense que ça date de millénaires, mais on continue toujours à avoir ce truc-là. Il faut qu'on soit fort, il faut pas qu'on montre trop nos émotions. Et je pense, en tout cas, de ce que j'entends, et tu dis, toi, tu es en train de gratouiller ton fiston et tout, c'est trop cool. Ça fait partie aussi pour moi, comme tu dis, des trucs qui permettent de pouvoir écrire toi aujourd'hui ce truc-là sans qu'on te jette des cailloux. Oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, c'est quelque chose qui est merveilleux dans le monde dans lequel on est, qu'on peut se permettre de faire ça, alors qu'avant, certains devaient le vivre, mais d'une façon retenue complètement. Ouais. Et on verra ce que ça donne. On pourra juger après. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ce que donneront cette génération-là, s'ils seront plus... Après, moi, ce côté... ça m'empêche pas d'être assez sévère à la maison, en fait. Donc l'éducation, c'est pas juste ça, évidemment, d'être très câlin avec mon enfant, mais après je suis assez old school au niveau de l'éducation. Ça veut dire quoi pour toi, old school ? Moi, je lui ai donné un téléphone BlackBerry l'année dernière, en fait. Donc évidemment, il pensait donc un téléphone. On a attendu le lycée pour qu'il ait un téléphone. Donc on était, il y a les old school et il y avait nous qui étaient avant quasiment. Donc avec ma compagne, on est un peu tous les deux là-dedans. Et l'accès à l'ordinateur est vraiment très limité à la maison. Maintenant, il en a un pour le collège, on a une tablette, mais ça reste pas dans la chambre le soir, et même son téléphone, ça reste pas dans... Je veux pas que ses copains lui textent à 10h30, 11h, et qu'il se réveille et qu'il réponde. Je veux que quand il se couche, qu'il dorme. Donc je le vois bien. Je prenais le relevé de téléphone et je dis, regarde là, tu vois, ça c'est à 10h30 là qu'on t'a appelé. Et ça c'est quel jour ? Voilà, c'est un mercredi. Ça va pas. Et donc le téléphone, non, c'est plus dans ta chambre. Donc voilà, c'est ça old school pour moi, et c'est quand même voilà. Ça vient d'où cette idée de pas donner de téléphone à ton fils tous les écrans, nous, le matin, ouvrir la télé quand on mange le matin. Donc voilà, c'est en retour de ce que peut-être nous, on a vécu, c'est-à-dire que moi, à mon époque, la télé est arrivée et je me rappelle, on mangeait devant la télé. C'était normal parce que c'était tout nouveau et puis on était devant. Et maintenant, ce qui est nouveau, c'est l'ordinateur et le téléphone. C'est-à-dire qu'on a oublié de mettre des barrières parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Et là, je le vois bien entre mon fils et ma fille, donc 3 ans d'écart, au collège. Ils avaient tous des téléphones, mon fils, sauf le nôtre et quelques-uns. Et ma fille, les parents se réunissent après pour dire surtout on leur file pas de téléphone parce que comme ça va être plus facile de tenir ensemble. C'est-à-dire que là,
en 3 ans, il y a un paquet de parents qui se sont dit c'est la folie, ces téléphones, il faut qu'on tienne le plus longtemps possible. Et bon, nous, on en faisait partie aussi, donc ça nous va très bien. Vous vous êtes réunis, vraiment. Il y a eu comme ça, un moment, on dit surtout, fait parce qu'on... Oui. Voilà, et nous, pas de problème, ok. Donc l'autre fois, ma fille me disait, dans ma classe, je suis la dernière... Elle disait, ils ont tous des téléphones. Je lui dis, attends tous, je sais que c'est pas vrai de toute façon. Et je lui dis, quand tu seras la toute dernière, je disais ça en blaguant, là, mais je lui disais quand même, quand tu seras la toute dernière à ne plus avoir de téléphone, on va commencer à considérer de t'en prendre un. Elle vit pas très bien de celle-là. Elle le vit pas très bien par rapport à ses copines, non? Ah non, franchement, elle nous en a parlé une fois comme ça. Je pense qu'elle commence à nous travailler ça cette année. L'année prochaine, elle viendra un petit peu plus à la charge. Et quand elle sera au lycée, on lui en achètera un. Mais moi, j'ai donné mon téléphone à 20 balles Samsung, mon fils au début. Et puis voilà, il n'y avait pas d'internet dessus, oui, c'est par ça. exemple. Donc, mais ils avaient quand même un téléphone. Je pensais notamment à l'aspect... Il y a plein de parents qui veulent pouvoir se dire où est mon enfant, je voudrais pouvoir le joindre. À partir du collège, en général, c'est un truc qui se fait de plus en plus, quoi. Ouais, non, moi, ça me dérangeait pas, ça. En fait, il est au collège ou il est à la maison, en gros, où il est en train d'y aller. Donc, jusqu'à la fin du collège, franchement, il n'y avait pas beaucoup de... Non, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres aspects old school dont tu parlais tout à l'heure dans votre éducation? En fait, pour certaines personnes, ça peut paraître old school, en fait, quand on voit dans certaines familles. Mais moi, quand ils sortent de table, ils disent on peut sortir de table. Voilà, ça paraît old school, mais... surtout quand on est avec des gens entre nous, plus maintenant, parce que maintenant on peut être un peu plus relax, parce que c'est fini l'éducation. La première partie de l'éducation est finie, on va dire, on peut être un peu plus relax, mais voilà, quand on est en table avec d'autres gens, on essaie de... Voilà, et puis après, quand ils vont manger chez des gens, puis ils nous disent « Ah, ils sont très polis, ils sont vraiment agréables », on se dit, voilà, au moins... le martinet a servi à quelque chose. T'as vraiment utilisé le martinet? Non, jamais. J'aurais pas jugé. Moi, ma mère, elle me coursait après avec le martinet, mais c'était une autre époque, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, aujourd'hui, non seulement c'est interdit, mais... Je pense, la fessée est interdite désormais. La fessée est interdite, le martinet d'autant plus. Non, je leur faisais des blagues aux enfants avec le martinet, là. Et ça n'a pas existé chez nous, non. Moi, tu sais, je suis très premier degré. Tu me dis des trucs, j'écoute, je fais très bien, pourquoi pas, écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu as vraiment fait partie de ces darons? T'as porté ton fils ouais, bien sûr, ouais, j'en garde des souvenirs incroyables. Et j'avais qu'une hâte, c'est quand ma fille est née, de pouvoir remettre ce truc-là pour le revivre, parce que là, pour le coup, là, ça passe très très vite. Ouais. Le fiston en bandoulière devant. Quand il est tout petit, là, parce que là, au début, moi, la mère, ma compagne, elle allaitait très longtemps. En fait. Elle allaitait chaque enfant 1 an et demi, presque. Ouais. Elle adorait ça. Et puis, ça simplifie beaucoup la vie pour plein de trucs pratiques au quotidien. Et donc ils sont complètement fusionnels au début. Donc quand on peut l'avoir en bandoulière, là on est vraiment tout collé contre eux et c'est une sensation qui est vraiment très agréable avec leur petite tête ronde là. Et on les sent, et c'est trop mignon, on peut les courir de bisous et ils sont juste devant nous et ils avancent, ils font pas de bruit. Non, ça c'est vraiment des très très beaux souvenirs. Et mais c'était pas trop la mode à l'époque? Moi il est né, mon fils en 2003. Ouais. 2003. C'était les débuts là, c'était ces trucs qui venaient du Nord, c'était des marques. Non, ça se ferait beaucoup. Ah oui, à l'époque, dans votre entourage. J'en ai vu, d'accord. À mon époque, après j'en ai vu des boulets pleins. Après il y en a eu plein. Je voulais dire, t'es un peu précurseur. Moi, j'ai pas l'impression, non. Je dois être parmi pas mal de parents bobos, et puis on avait pas mal tout ça. Non, je l'ai vu pas mal. Ouais. C'est pas, je pense pas que je passais complètement. Non, c'est passé inaperçu. Ça passait inaperçu? J'ai l'impression, ouais. Ah ouais. C'était quand même déjà, il y en avait déjà quelques-uns. Ouais. Parce que moi, ma fille est née en 2006, et en fait, c'est pareil, j'avais beaucoup le porte-bébé. Et vraiment, beaucoup de gens me regardaient bizarre dans la rue. Ouais, parce qu'ils sont attendris, mais... c'est pour ça, c'est pas impossible. Parce qu'on n'en croise pas des masses au quotidien, parce que ça dure tellement peu de temps. C'est vrai. Parce que sinon, moi, je commence à avoir un peu mal au dos avec cette histoire. Et je l'ai porté combien de fois? Même pas une dizaine de fois, je pense, comme ça. En fait, ça va très très vite. Non, peut-être plus qu'une dizaine de fois. Mais non, parce que ça dure 10 mois maximum. C'est ça, tu peux jusqu'à 10-12 mois, quoi. Ils font leur poids, et puis là,
on le met pas sur le vélo, c'est la poussette et tout ça. Sur le vélo, je l'ai mis jusqu'à ce qu'il fasse plus que le poids qui est préconisé sur le porte-bagages. Tu le baladais ? Oui, parce que ici à Montpellier, on est en vélo et donc très vite, ils étaient derrière moi pour aller à l'école. C'est toujours un vélo. Ouais. Est-ce que tu as la sensation, parce que en fait je me rends pas compte, est-ce que tu voyages encore ces derniers temps ? Parce que je me demandais à quel point, tu parlais tout à l'heure de l'impact des voyages sur tes enfants. Je me rends pas compte en fait si tu les emmènes beaucoup encore en voyage, parce que donc dans tes premières BD vous êtes expatriés en fait. Et... Oui, c'était des longs voyages, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi je commençais à faire de la bande dessinée, donc ma compagne a dit on peut peut-être faire des grandes missions. Et tu pourras travailler sur place. Donc moi, ça m'allait bien parce que ça faisait des années où on pouvait louer l'appartement. Et du coup, je pouvais bosser sur ma BD à l'étranger. Parce que la première mission qu'on a fait, c'est en Éthiopie. On n'avait pas d'enfants. J'ai passé 1 an, j'ai dessiné tout Pyongyang là-bas. Okay. Et après, on a eu Louis, et puis le temps que ma compagne ait envie de retourner en mission, 2 ans après. Voilà, donc on est retourné avec Louis et là on était en Birmanie et puis je me suis rendu compte que je ne pouvais pas travailler comme quand il n'y avait pas d'enfants et donc je faisais une demi-journée de boulot à peu près, à moitié, et puis c'était très bien parce que ça m'a fait découvrir déjà d'être très très près de Louis et de voir chaque étape de ce petit bonhomme quand il évoluait. Et puis de vivre bien la Birmanie et puis de connaître, puis après de revenir avec toutes ces notes et de me dire tiens, il y a matière à faire un livre. Donc ça s'est construit comme ça, mais au début je pensais franchement comme pas mal de bons hommes, aller là-bas, super, et puis je bossais de 8 à 5 et puis après il y aura la soirée, mais en fait non, ça m'a forcé à être homme au foyer, fait à moitié. Après, à Jérusalem, là, j'étais pas mal plus, parce qu'avec 2 enfants et les nounous, c'était pas pareil là-bas, c'était beaucoup plus compliqué. Là, je l'étais pas mal à plein temps, et puis à un moment, je me suis dit, tant pis, voilà, l'année, ça sera comme ça. Bon, je suis assez flexible, mais je l'ai pas fait en me disant, ouais, super, en fait, je suis comme n'importe quel autre père, en fait. Je me dis, on pourrait peut-être les mettre à la crèche, et puis voilà, et comme ça, je pourrais bosser. Alors, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais quand même... pas vraiment prévu et puis tiens, cette année je m'occupais des enfants, au début je me disais au secours, et puis maintenant je suis quand même ravi de l'avoir fait, et puis c'est quand même quelque chose de quand ils sont tout petits, d'être tout près comme ça, c'est pas mal. Ils étaient tout petits à l'époque. Oui, Alice elle avait 2 ans et demi, pareil. Ah oui. Et Louis il avait 5. Oui, donc tu avais deux enfants. 2 et 5. Ouais. Et puis après, dans un autre pays, il y a aussi d'autres complexités qui se rajoutent. Donc ça, c'était pour les voyages, parce qu'on parlait de ça. Après, maintenant, on fait des voyages, mais qui sont liés souvent à mes déplacements. Ouais. C'est-à-dire que des fois, on m'invite dans des pays anglo-saxons. L'été dernier, par exemple, j'étais invité en Afrique du Sud pour un salon du livre, où ils invitent de temps en temps des gens qui font du graphic novel. Donc, je suis allé là-bas et on a combiné ça avec un voyage en Afrique du Sud parce qu'on a des copains qui étaient là-bas. Et on est parti 2 semaines avant mon festival en Afrique du Sud, voyager avec eux, safari, tout le truc. Donc c'était bien sympa. Et voilà, ça a pu l'ampleur des grands voyages que je faisais. Je ne pourrais pas revenir avec un livre sur l'Afrique du Sud. Mais comme souvenir, c'était d'enfer, parce que voir des girafes, des hippopotames et des lions en pleine nature, c'était vraiment... c'était excellent. C'était un espèce de fantasme d'enfants et de famille à la fois. Pour profiter, c'était très chouette. Il n'y en aura peut-être plus beaucoup très longtemps des animaux comme ça en pleine nature. Voilà, c'est une réserve. C'est une réserve. Mais c'est une réserve qui est grande comme la taille de la Hollande au complet. Donc c'est le Kruger Park et... oui, c'est ça, ils sont dans les parcs, il va falloir aller. Pour les voir, ce sera que dans les parcs. Donc maintenant, les voyages que je fais, après, c'est pour moi, c'est un week-end par-ci, un week-end par-là, pour le travail, pour des festivals. J'ai une dernière question pour toi, Guy. Si tes enfants écoutent ce podcast, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Il ne faut pas croire tout ce que je leur dis dans le podcast. De leur dire, en fait, il n'y a pas des trucs que j'ai envie de leur dire. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que voilà, moi je parle avec mes enfants, pas comme mon père m'a parlé, c'est sûr, en fait.
Mon père m'a jamais dit je suis fier de ce que tu as fait. Ouais. Je crois qu'il a jamais lu mes bandes dessinées, par exemple. Ah ouais. Ouais, il est mort l'année dernière, donc il aurait eu le temps de les lire. Hein. Pourtant, je les ai tous récupérés dans sa librairie que j'avais dédicacée. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a rien que je m'empêche de dire à mes enfants. Et t'es sûr qu'il les a pas lus? En tout cas, il m'en a pas parlé. Oh hein. là là. Donc voilà. Mais il était comme ça. Il était très renfermé comme bonhomme. Donc, Ça devait être chiant pour un peu toi, non spécial. Quand même, Oui. Alors, c'est sûr Ouais. que j'aurais préféré qu'ils me prennent dans ses bras et qu'ils me disent je suis fier de toi. Ouais. Chose que voilà que je m'empêche pas et que je me retiens pas de dire ou de faire avec mes enfants. Donc en fait, tout ce que j'ai envie de dire à mes enfants, déjà ils le savent. Je n'aurai pas d'exclus donc dans ce podcast. Un grand merci Guy en tout cas pour ton temps. Avec plaisir. À bientôt. Salut. C'est terminé pour cet épisode. Un grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, ROCKIEMAG, soit sur mon Instagram perso. Moi, je suis sur FabFlorent, FABFLORENT, soit sur YouTube sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymag.com. Histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque 1er et 3e lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.